Coucou. Ah là 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 là. Bon, cette petite introduction, j'espère qu'elle vous a plu. Bonsoir Blau, la musique, et tout et tout. Au niveau de la synchronisation avec tous les trucs, c'est un peu galère. Vous avez vu que c'était une intro, une intro, je trouve fait. Et du coup, j'ai pas pu mettre le petit message. Voilà, donc le voici. Les tambours pour laisser un impact exactement. Or donc, bonsoir Anishka, sympa la musique d'intro, chouette, content que ça vous ait plu à toutes les deux. Ah bah ça va être ouf, voilà, hein. J'ai même pas le temps de tout terminer, J'étais en train de faire un peu de classification dans mes documents sur l'âge du bronze. Voilà, et ça c'est ce qui est prévu. Alors attendez, et là, vous voyez, bon on va pas parler de ça, parce que ça c'est n'importe quoi, ça c'est la Bible. Hein. Ouh, j'avais fait une étoile sur ce cours-là. Ah là là, quelle histoire. Bref, je suis tout excité. Je suis fébrile. Bon, et ça c'est pour les Romains, donc on s'en bat les steaks. Et hop. Bon, alors. Donc pour tous ceux qui sont là, et pour toutes celles et ceux qui le regarderont en rediffusion, ce live a une importance capitale pour la chaîne. Attention, la Bible c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Juste au contraire, c'était le truc d'avant qui était n'importe quoi. Enfin, la Bible, voilà. C'était un document qui arrivait juste après. Donc, d'ailleurs, Blau, t'as envoyé un message à Diane ou pas? Voilà, juste pour savoir, ça se trouve, elle est là et elle fait en mode vas-y, Blau, dis-lui que je suis là. Du coup, ce livre revêt une importance toute particulière, génial, parce que Pentésilée, que vous voyez sur l'écran au centre, l'interprétation, la dernière interprétation en date de représentation officielle, un peu connue dans les médias, Euh, eh bien, c'est cette figure-là qui m'a donné envie de créer cette chaîne Twitch parce que j'avais fait un exposé avec une amie sur les figures littéraires médiévales, euh, voilà, en rapport avec la guerre et la paix. Et donc moi, je m'étais basé sur Pentésilée, une figure littéraire, et mon ami avait fait sur Jeanne d'Arc une figure historique. Le truc, c'est que j'avais pu parler que 10 minutes, alors que j'avais préparé un truc qui aurait pu techniquement durer au moins 2 heures. Et donc, je me suis dit, mais c'est un peu du gâchis de ne pas pouvoir partager tout ça avec des gens. Et donc, voilà pourquoi et comment l'idée de Twitch m'est venue. Et c'est pour ça que nous voilà enfin à faire ce live. C'est-à-dire que comme c'était quelque chose d'important pour moi, je me suis dit, on va attendre avant de le faire, histoire qu'il y ait un peu de monde, etc., etc. On va pas le faire pour commencer. Et maintenant que nous sommes à 72 followers, et bah c'est parti. La barre des 50 est passée, donc on a un peu attendu avant de le faire, mais voilà, voilà. Bon, alors, j'espère que vous êtes tous aussi excités que moi. Alors attendez, avec tout ça là, je me suis même pas servi de jus de pomme. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que vous avez votre jus de pomme, hein. J'espère que vos journées se sont bien passées également. Moi, c'était un peu une journée pleine. Voilà. Notre Pentésilée qui est au Panthéon. Que ton nom soit réhabilité. Donne-nous aujourd'hui nos pommes de ce jour. Exactement. C'est bien. Il faut créer un truc comme ça, puis après euh, euh, il faut créer une prière comme ça, et après on pourra faire un dans le bot. Il faut encore que je le mette, hein, mais comme ça on pourra mettre genre prière Pentésilée ou je sais pas ou prière un truc comme ça et puis ça nous balancera ça. Ça sera trop classe. Alors, or donc. J'ai pris plein de notes, hein, parce que voilà, on retourne comme sur les premiers lives où j'avais pris plein de notes. Donc, ce soir,
Il y a plein de choses au programme. Alors, il y a le retour de la rubrique l'objet du jour. Ensuite, on va parler de l'âge du bronze, du début des siècles obscurs. Enfin, oui, c'est ça, en fait, la fin de l'âge du bronze qui correspond au début des siècles obscurs. Et donc de la guerre de Troie, on verra les liens et tout, puis on parlera de Pentésilée évidemment dans tout ce bourbier. Ah oui, et puis on parlera des Amazones bien sûr, parce que on peut pas parler de Pentésilée sans avoir parlé des Amazones. Et puis tout ça de façon un peu ludique, on va traîner sur pas mal de sources archéologiques que je vous ai dénichées. Et puis on ira faire un tour quand même sur la dernière interprétation en date officielle que vous avez à l'écran. Attendez, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est comme ça. Ah, ah, voilà. Là et là, c'est inversé pour moi. Euh, qui est celle du jeu de stratégie Total War. Ou du moins celle que je connais. Voilà. Alors, toudoum toudoum. Je sais même pas par où commencer, il y a tellement de choses. Alors, on va commencer par l'objet du jour. Plus simple, plus simple. Alors, l'objet du jour, très chers amis, était... on avait le choix entre la, le chartulaire de l'Université de Paris, que je suis accessoirement en train de lire, enfin en partie, qui est en latin, hein, et c'est ignoble. Enfin, c'est très passionnant, hein. C'est un peu comme faire une énigme, mais comme il fait genre, je sais pas, 3000 pages, c'est un peu complexe. Vous voyez. Après, il y avait le pourpoint 15e, et ce n'est toujours pas ça. C'est la fibule de l'âge du bronze, que voici. Voilà. Donc ce motif un peu spirale. Donc celle-là est en cuivre, voilà, celle-là est en cuivre. Euh, mais on en trouvait bien sûr en bronze. Et en fait, ce motif de spirale était un peu plus connu en fait dans les peuplades celtes de l'époque, mais se retrouve en fait énormément aussi à l'époque. Enfin, ça tourne, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je vous ai sorti la source, bien sûr. Euh, voilà. En gros, si vous voulez, on trouvait ce genre de motif à l'époque de l'âge du bronze, puis à l'époque de la Grèce archaïque et du coup de l'âge du fer chez les Celtes. Et donc, je vous ai sorti la petite source. Et donc c'est une fibule, hein, concrètement, ça sert à attacher à un truc là, vous voyez. Voilà, genre une cape, ce genre de choses. Alors, bingo, voilà. Euh, Partager l'écran. Voilà, la voici. Donc voilà, voilà la source, camarade. Voilà. Et voilà, voilà c'est quasiment la réplique même, presque. Il y a une petite fioriture en plus là, au centre, mais en soi, c'est la même. Voilà. Et on en trouve un peu partout ce genre de motif là, un peu rond, là, toujours un peu partout. Voilà, ici. Et ce motif-là, on le retrouve aussi justement au musée d'archéologie de Strasbourg. Il y a beaucoup de choses de l'âge du bronze, et justement, on retrouve des motifs comme celui-là. Voilà, du coup, j'ai ça chez moi. C'est chouette, hein? Et voilà. Et donc, ce qui nous permet de rentrer un peu dans le thème. L'âge du bronze, mais qu'est-ce que c'est, Jamy? Non, je rigole. L'âge du bronze, c'est tout simplement l'âge, en gros, pour faire gros, hein, ça s'étend de, on va dire, de moins 2000 à moins 1000, pour faire large, hein, même si les bornes sont un peu plus complexes que ça. Euh, Même d'ombrage. Voilà. Les bornes chronologiques sont un peu plus complexes que ça, puisque après il y a les siècles obscurs et machin truc. On reverra tout ça.
Et donc c'est une période où justement bah, on fabrique les objets à partir du bronze. Voilà. Et sachez qu'il existe des objets en fer datés de l'âge du bronze. Et en fait, c'est juste qu'on savait pas, en fait, on savait pas encore extraire le minerai de fer. Et du coup, les objets en fer de l'âge du bronze, fun fact, proviennent des météorites. Voilà, du fer des météorites. Et voilà. Et il existe aussi des objets, bien sûr, en bronze de l'âge du fer. Et il faut faire attention parce que du coup, parfois, on a tendance à voir une source archéologique qui date de moins 800, moins 700, et qui est en bronze, et de se dire c'est l'âge du bronze, mais en fait non, c'est l'époque archaïque, c'est l'âge du fer, du coup ça passe plus. Mais c'est trop stylé, et oui, et mais oui, c'est trop stylé. Alors, voilà. Passons donc à l'âge du bronze. J'ai fait toutes des recherches archéologiques là, gna 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 gna. Oust, oust. Ça va bien se passer. Voilà, âge du bronze. Alors, donc là, je me suis concentré sur Mycène, hein. Donc, c'est le moment où je vous ressors un peu les dates quand même, qu'on se repère quoi. Pom, 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 pom. Voilà. Donc, donc le troisième millénaire. Pardon. Donc voilà, donc de moins 2000 en gros, hein, jusqu'à moins 1400, c'est ce qu'on appelle la civilisation minoenne, donc sur l'île de Minos, à la Crète, et Minos. Ensuite arrive l'ère des Mycéniens, donc qui viennent de Mycène. Donc c'est waouh, Mycène, c'est au nord de Corinthe. C'est un peu complexe. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Mycène. Gné. Voilà. Ah bah Mykines. Maps. Gnéon. Gnéon. Voilà. Ah oui, non, c'est au sud de Corinthe. Oui, j'ai inversé les deux. Voilà, donc c'est à peu près ici Mycène. Et donc il y a eu une invasion des Mycéniens sur l'île de Crète. Voilà. C'est quel siècle déjà les âges du bronze et du fer? Alors, justement, j'y arrive. L'âge du coup du bronze, c'est moins 2000 jusqu'à 1000. Et après, en fait, à partir de 800, en gros, moins 800, moins 900, on commence à rentrer dans l'âge du fer jusqu'à bah je sais pas quand, mais je sais que les Celtes en moins 200, c'est encore moins 300, moins 400. Regardez, c'est encore l'âge du fer, ça je sais. Donc bingo. Ah bah ouais, bah, c'est bizarre ça. Bon, c'est assez bizarre parce que donc là ils disent que l'âge du fer débute moins 1200. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais et va jusqu'à 800-700. Ce qui est bizarre parce que si vous voulez, enfin après moi je dis ça, voilà, je suis pas pro en machin, mais en tout cas je sais que le fer était travaillé par les Gaulois euh, en moins 200-300 et ils faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas d'autres matériaux. Après, enfin ils savaient pas travailler d'autres minerais. Cela dit, c'était relativement pratique parce qu'ils avaient une très bonne connaissance de justement comment on travaille le fer de manière très souple, etc. Ça dépend de la zone en géographique, voilà, c'est un peu ça. Donc là, ils font hein, des généralités. Bon, et puis moi, je suis pas très calé là-dedans, pour tout vous dire. En tout cas, justement, on parle de moins 1200, justement. Alors, revenons à notre petit truc. Donc, moins 1600, moins 1100, c'est la civilisation mycénienne. Et en moins 1100, la civilisation mycénienne euh, s'éteint, pour ainsi dire, jusqu'à environ moins 800. Et cette période, on la nomme les siècles obscurs, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, moins 800, moins 500, l'époque archaïque, 500, 300, époque classique, donc là on parle de l'histoire grecque, hein. Et hellénistique, 323
146. Voilà, puis après on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas, enfin pour ici en tout cas. L'âge du fer est subdivisé en 3 périodes, Hallstatt, puis 2, puis l'Athènes, effectivement. Il se concentre sur l'Autriche et les sites retrouvés et fouillés pour déterminer cela, mais la zone grecque a d'autres repères justement. Voilà. Voilà. Merci. Enfin bref. Donc, chacune de ces civilisations, donc là on parle de justement des Minoens, donc qui s'éteint vers moins 1400, et celle des Mycéniens qui s'éteint vers moins 1100, euh, s'éteint dans une espèce de flou total, grande catastrophe, etc., etc. Salut Pali, ça fait plaisir de te voir. Et bah on est dans l'introduction, donc t'as pas encore raté grand-chose. Or donc, les Mycéniens envahissent la civilisation minoenne, qui par ailleurs, juste pour l'anecdote, l'extinction de la civilisation minoenne, donc sur l'île de Crète, euh, ça, ça correspond plus ou moins, donc bon, les historiens se battent, enfin bref, il y a toujours des, euh, des choses à redire et des discussions, etc. Mais en fait, correspond plus ou moins hein, à l'éruption cataclysmique du volcan de Terra ou le volcan de Santorin. Donc actuellement l'île de Santorin, hein, qui est quelque part par là. Ça doit être ça, non? Ah, c'est une de ces îles là. Mais comme c'est écrit en grec, je suis un peu. Ou alors c'est par là. On va chercher parce que ça m'énerve. En gros, si vous voulez, c'est une éruption immense. Ça, donc c'était un volcan explosif. Et donc, si vous voulez, bah, c'est pas un effusif comme la lave, elle coule simplement. Là, c'est le gros truc, c'est le bouchon qui explose. Et donc, ça fait un nuage de poussière, machin. Il a fait très nuit pendant très longtemps. Ça a fait pourrir toutes les récoltes, pardon. Et, et donc voilà, ah bah voilà, c'est juste là. Voilà. En fait, vous voyez là, et bah tout ça avant là, c'était une île apparemment, hein. En fait, ça faisait un cercle entier et l'éruption a fait exploser et du coup l'eau elle est rentrée. Donc vous imaginez genre toute cette masse là qui est partie dans les airs. Voilà, donc c'est la grosse éruption. Et pas content ma terre. Et en fait, c'est de là qu'est né plus ou moins, ou c'est à ça qu'on rattache justement le mythe de l'Atlantide, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est le mythe de l'Atlantide en fait serait né de ça, c'est-à-dire que l'éruption du volcan aurait fait disparaître la civilisation entière. Voilà. Donc, pour cette éruption, on est au milieu du 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais certaines découvertes le dateraient plutôt de vers. Alors là, c'est marrant parce que les historiens disent toujours vers, mais c'est très précis. Donc vers 1628 avant notre ère. C'est aussi une idée philosophique, l'Atlantide. Non, je ne sais pas. Enfin, oui, probablement. Après, c'est prétexte à ça, bien sûr. La civilisation parfaite, les utopies, tout ça, je suppose. Mais, euh, mais oui, bien sûr, c'est prétexte à philosophie, hein, dans tous les cas. Or donc, les Mycéniens, comme les Minoens, disparaissent vers 1100, vers le XIIe siècle, avant Jésus-Christ. Alors là, je vous lis un peu ce qui est écrit parce que c'est un peu le bazar. Euh, donc c'est de là que date aussi le linéaire B. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écriture la plus ancienne en Grèce qu'on ait trouvée, il me semble. Parce que des écritures avant, il y en a d'autres, mais on a trouvé justement c'est les tablettes, les fameuses tablettes d'argile. Alors donc la période de 1100 à 800 avant notre ère sont les siècles dits obscurs. Une expression qui prend sens parce qu'ils correspondent à un fort recul de la civilisation, et ils sont entourés de pénombre du fait du manque de documents. Donc on a plus de tablettes, très peu d'architecture, on doit se débrouiller avec des tombes beaucoup moins prestigieuses qu'avant à cause de la pauvreté, mais aussi parce que l'incinération tend à se propager. Il y a quelques armes, quelques outils, un peu de céramique, mais pas grand-chose. Euh, voilà, une source à utiliser avec beaucoup de prudence est celle d'Homère, qui appartient
en fait à l'ère suivante, donc l'époque archaïque, mais qui situe ces récits à l'ère précédente, c'est-à-dire mycénienne, 13e ou 12e siècle, et donc justement l'époque de la guerre de Troie. Homère prête donc à son univers épique des traits manifestement liés aux civilisations des siècles obscurs, par exemple on brûle les défunts. Voilà. Homère donne donc des renseignements potentiellement intéressants, mais il faut faire le tri, car ces traits sont mélangés à d'autres relevant d'autres époques. Bref, on en reparlera après. Euh, donc voilà, c'est la période justement où s'achève la transition du bronze au fer. Euh, voilà, simultanément se développent des sites qui gagnent en influence comme Athènes, Corinthe et Argos. Euh, mais le rôle essentiel de cette époque, c'est qu'on pense que c'est l'époque justement, ah oui, alors où la communauté palatiale, donc en fait c'est de type féodal mais avant l'heure, est progressivement remplacée par les cités. Voilà. Donc ça c'est le peu de renseignements qu'on a en fait sur cette époque, mais j'avais d'autres notes. Attendez. Voilà. Euh, voilà. En fait, au XIIe siècle, il y a un grand mystère. On a un effondrement massif des civilisations, mais en fait, quasiment partout dans le monde. Et c'est ça qui est assez, qui intrigue un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'en Égypte, en Asie mineure avec les Hittites, au Moyen-Orient, dans la plupart des empires, toutes les civilisations s'éteignent plus ou moins massivement. Et pourquoi? Bah, personne ne sait. Il n'y a plus trop d'écriture, les routes commerciales se ferment, l'architecture s'appauvrit, les tombes royales ne contiennent plus grand-chose, on pratique l'incinération, mais il y a des certitudes. Il y a eu des invasions, les Égyptiens notamment subissent des raids de ce qu'ils appellent les peuples de la mer. On sait que Athènes est détruite, que Troie est détruite aussi, que beaucoup ont été détruites par incendie, etc., etc. Voilà. Et donc beaucoup de gens disent voilà c'était une comète, c'est des éruptions, probablement un peu tout à la fois, mais il y a énormément de théories et aucune véritable réponse. Voilà. C'est marrant, hein? Attendez. Alors non, il y a un effondrement du système palatial dans cette zone, mais pas de la civilisation. Oui, effectivement. Je cipote sur les termes, mais voilà. Bah disons que après mes cours du prof d'histoire de prépa. Mais disons que la civilisation s'effondre pour donner naissance à une nouvelle civilisation. Enfin, si tu veux, effectivement, c'est mauvaise expression dans le sens où on peut pas dire qu'effectivement pendant 300 ans il n'y a pas eu de civilisation. C'est un point de changement. Ça donne de l'imagination pour des mythes et des légendes. Et effectivement, et c'est justement de ça que je voudrais parler un petit peu là. Euh, Alors moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce que j'ai trouvé dans les documents, ouais, c'est cette partie-là. Donc voilà. Donc c'est dans Les Âges de l'Humanité d'Hésiode dans son livre Les Travaux et les Jours. Et en fait, il raconte un peu, c'est un peu une théogonie, hein, donc théogonie, pas du tout une théogonie, pardon. Il raconte simplement les différents âges des êtres humains. Euh, et donc, il répartit ça en 5 âges. Donc, on a l'âge d'or. Donc là, pour l'instant, l'âge d'or et l'âge d'argent. Donc, qui sont des âges où, en fait, les êtres humains sont plus ou moins encore auprès des dieux. Euh, Ensuite, il y a l'âge d'airain. Et donc là, en fait, l'âge d'airain, c'est l'âge du bronze. Puisque voilà, l'airain, c'est le synonyme littéraire de bronze. Et donc voilà, justement, la théogonie, c'est l'histoire de la création des dieux. Comme les céramiques et d'autres objets ont continué d'être produits, il y a eu déplacement et évolution, mais pas effondrement. Certes.
Et donc, il y a l'âge d'airain, donc je vous lis un peu les passages. L'âge d'airain, donc le père des dieux, donc Zeus, le fils de Cronos, créa une troisième génération d'hommes doués de la parole, l'âge d'airain, qui ne ressemblait en rien à l'âge d'argent. Merci Einstein. Robustes comme le frêne, ces hommes, violents et terribles, ne se plaisaient qu'aux injures et aux sanglants travaux d'Arès. Ils ne se nourrissaient pas des fruits de la terre, et leur cœur impitoyable avait la dureté de l'acier. Leur force était immense, d'ailleurs, mauvaise traduction, du coup, la dureté de l'acier. Bref. Leur force était intense, indomptable, et les bras invincibles s'allongeaient de leurs épaules. Ils portaient des armes d'airain, les reins composaient leur maison. What? Ils ne travaillaient que les reins, car le fer noir n'existait pas encore. Égorgés par leurs propres mains, ils descendirent dans la ténébreuse demeure du froid Pluton, sans laisser un nom après eux. Malgré leur force redoutable, la sombre mort les saisit et ils quittèrent la brillante lumière du soleil. Donc ça, c'est l'âge des reins. Et ensuite, on a l'âge du fer, donc contemporain des iodes en fait. Il me semble bien. Alors juste que je vérifie parce que. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Il est dans l'âge du fer. Et justement, entre l'âge de bronze et l'âge du fer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a un âge qui s'appelle l'âge des héros. Et voilà donc ce qui est écrit. Quand la guerre eut aussi renfermé leurs dépouilles dans son sein, Zeus, fils de Cronos, créa sur cette terre fertile une quatrième race plus juste et plus vertueuse, la céleste race de ces héros que l'âge précédent nomma les demi-dieux dans l'immense univers. La guerre fatale et les combats guerriers les moissonnèrent tous, les uns, lorsque devant Thèbes aux sept portes, sur la terre de Cadmos, ils se disputèrent les troupeaux d'Œdipe. Les autres, lorsque franchissant sur leurs navires la vaste étendue de la mer armés pour Hélène aux beaux cheveux, ils parvinrent jusqu'à Troie où la mort les enveloppa de ses ombres. Le puissant fils de Cronos, leur donnant une nourriture et une demeure différentes de celles des autres hommes, les plaça aux confins de la terre. Ces héros fortunés, exempts de toute inquiétude, habitent les îles des bienheureux par-delà l'océan, au gouffre profond, et 3 fois par an, la terre féconde leur prodigue des fruits brillants et délicieux. Plût aux dieux que je ne vécusse pas au milieu de la 5e génération. Que ne suis-je mort avant? Que ne puis-je naître après? Donc le 5e âge, c'est l'âge archaïque, l'âge du fer. Voilà, voilà. Alors, les éruptions, c'est possible. J'avais entendu parler d'un volcan qui était rentré en éruption, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, en Indonésie vers moins 1800, il me semble, et ça a eu une influence jusqu'en Europe, car il y a pas mal de tableaux de la même époque où les peintres représentent le ciel, pardon, moins 1100 vers 800, oui, avec une couleur étrange. Oui, 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 effectivement. Le Krakatoa, il me semble, je pense que c'est ça, oui. Le petit bonhomme en airain, avec leur maison en airain, ouais, non mais c'est clair, genre, qu'y a-t-il pour le dîner? Des toasts à l'airain? Évidemment, oui, ils mangent de l'airain en fait. Pentésilé, ah bah voilà la geste oubliée est présente, mais ça fait plaisir de te voir. Pour l'instant, on est justement à l'introduction et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Plus ou moins. Je range mes petits papiers de cours, du coup, maintenant qu'on a fait une présentation globale de l'âge du fer, pardon, l'âge du bronze. Euh, on va parler de. Bah oui, j'ai rangé mes notes et je sais plus. D'abord, je propose qu'on fasse un petit tour sur les sources justement que j'ai de l'époque du bronze. Alors, je regarde un peu vite fait. Ça c'est fait. Mhm, 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 mhm. Ok, c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais. Alors, donc voici des pièces que j'ai retrouvées qui datent de l'âge du bronze. Euh, alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous allez voir, entre guillemets, ça ne ressemble à rien. Euh, pour nous, c'est très fantaisiste. Et quand on vous dit que les Vikings ne portent pas de casque à cornes et qu'on retrouve les casques à cornes qu'à 2 endroits, c'est-à-dire chez les chevaliers teutoniques, la deuxième, c'est durant l'époque du bronze. Alors,
Voici, chers amis, euh, voilà, des casques. Je sais pas si on peut avoir en plus grand. Voilà. Voici des casques de la fin de l'époque du bronze, donc de l'époque mycénienne, qui, pour certains, mais très peu, il me semble, ont été retrouvés, et la plupart, en fait, sont des représentations sur des céramiques. Voilà, donc c'est très très fantaisiste, très haut en couleur. Euh, mais voilà, c'est l'autre période où on peut porter des casques à cornes. Voilà, c'est assez fou, hein. Et donc pour la plupart, alors il y avait du bronze, il y avait pas mal de cuir apparemment, mais on sait pas trop, du coup, évidemment. Et puis on avait de l'os de sanglier, voilà, voilà, comme sur celui qui est ici, et qui a été retrouvé en quelques exemplaires. Non, mais je veux pas la page d'accueil, moi. Voilà. Voilà. Le voici. Voilà. Donc c'est des plaques faites à partir de défense de sanglier. Apparemment c'est très résistant. Et il y a beaucoup de gens au début qui y croyaient pas, mais ça a été justement en fait finalement validé. Ah purée, je me trompe à chaque fois. Je fasse retour. Voilà. Et donc on a une autre source ici, donc d'une représentation également de l'âge du bronze. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Donc on a ça pour les casques. Ensuite, on a les armures. Alors l'armure la plus représentative, c'est celle-ci, ce qu'on appelle l'armure de Dendra. Bah, c'est tout simplement des grosses plaques de bronze, hein, voilà. Et apparemment, c'est très très mobile finalement. On ne croirait pas. Et donc, vous devez avoir des reproductions parce qu'il y a des gens qui ont fait des reproductions de ça. Voilà, genre ça. Euh, voilà, ça aurait pu ressembler à ça à l'époque de l'âge du bronze. Voilà, c'est un tank. Ceci est un tank. Voilà. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des armes, voilà ce que j'ai trouvé. Donc les épées, ça ressemble à peu près à ça. Des épées en bronze relativement longues et fines, hein, et très effilées. Voilà. Ensuite, on avait pas mal de haches en fait. Et donc voilà ce à quoi devaient ressembler à peu près bah, les parties métalliques, les bouts, les têtes de hache. Alors ça, je pense que c'est un fer de lance, ça par contre, hein, mais ça c'est deux fers de tête de hache, pardon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, camarades? Alors on avait les haches à deux mains, hein, les fameuses Labrus ou Labris dont on parlait au tout début sur la chaîne, lors d'un live justement sur Dragon Age. Puisque apparemment c'est elle, Labrus, qui aurait donné le nom au labyrinthe. Enfin, c'est une des étymologies qui est donnée. Ok. Ensuite, pour tout ce qui est bouclier, on a ceci. Donc, on a des boucliers ronds, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Le bouclier de base, rond. Et du coup, en bronze, donc relativement lourd, hein. On dirait le fils d'un Dalek et de Goldorak. C'est ça. Le mec s'habille avec des canalisations. C'est un peu ça, ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, vous voyez là encore, hein, vous avez les motifs de l'âge du bronze sur des épingles, et vous avez encore le motif de spirale là, que j'avais sur ma fibule. Ensuite, en bouclier, ah oui, on a celui-là, alors on voit pas très bien, mais voilà, ça c'est une représentation relativement connue. Faut tourner la tête. Voilà, parce qu'en fait vous avez deux boucliers, vous avez ce qu'on appelle le bouclier tour, voilà, hein, pas très inspiré lorsqu'ils ont donné le nom au bouclier, mais en fait bah, c'est un gros bouclier rectangulaire avec
un petit arrondi là au-dessus. Et vous avez le bouclier en 8, pas très inspiré également, hein, le voilà. Et le bouclier en 8, qui est très très représentatif également de cette époque. Voilà, mais justement, au contraire, je vais vous montrer le bouclier en 8, puisque en voici un, donc là sur une mosaïque que je ne saurais dire, enfin une peinture murale, voilà. Le bouclier en 8 qui ressemble à ça en fait. Et en fait, il faut savoir qu'il est profond, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il est comme ça, ici c'est très facile hein, de toucher là, hein, logiquement, parce qu'il n'y a pas de voilà. Mais en fait, il était évasé, plus comme ça, et il avait beaucoup de profondeur en fait. Je sais pas si j'ai d'autres présentations. Non, mais vous verrez plus tard. Et donc on le retrouve également ici en fait. Voilà, ça ressemblait un peu plus à ça. Si vous pouvez voir. Donc c'est un peu moins taillé au niveau de la taille justement. Euh, et, euh, et voilà. Donc tout ça c'est du bronze. Encore une fois des casques en veux-tu en voilà des casques méga chelous. Et à côté il y a aussi ceci. Hein. C'est quand même relativement trop classe. Hein. Ils étaient capables également. Donc ça c'est en or par contre, hein, mais c'est toujours l'âge du bronze. Euh, Ils étaient capables de faire ça. Il me semble. Hein. Voilà, Mycénian période. Euh, c'est la classe. Hein. On va avouer que on aurait l'impression que ça date d'une autre époque, quoi. Un gobelet. Ah, voilà, bon, moi je bois dans mon jus de pomme. Hein. Voilà, je bois dans mon jus de pomme. Franchement, meilleure tasse ever. Hein. Je suis absolument pas jaloux, pas du tout. J'aime comme vous m'écoutez religieusement. Euh, Or donc, voilà. Et pour passer à la suite, justement, voici une représentation donc qui date cette fois de l'époque archaïque, donc plutôt moins 800, moins 700, encore le motif de spirale, où on voit Achille tuant Penthésile. Non, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau ce qui se passe. Il y a un arbre en plus, pour un arbre monde Oura, ouais, et ça se trouve c'est un pommier en plus. Si ça se trouve, voilà, et si ça se trouve c'est un pommier, on est d'accord, ça se trouve c'est un pommier. Donc voilà, donc là une représentation d'Achille tuant Penthésile, donc une reine amazone, et c'est là que je commence à vous parler des Amazones. Parce qu'en fait, sur cette représentation, euh, on voit les deux protagonistes qui sont habillés comme à l'époque archaïque. Et donc pas comme ils étaient à l'époque moins au XIIIe siècle, 12e, XIIIe siècle avant. Achille, espèce de... Insérer nom d'oiseau ici. Coucou. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Et donc en fait, la difficulté, c'est de représenter les Amazones. En fait, les Amazones, c'est très difficile. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de sites qui disent oui, c'est sourcé, ça y est, on a découvert et tout. Et après, finalement, il y a d'autres recherches qui sont en mode non, parce que nanana, nanana. Donc, toujours énormément de mystères. Selon les sources, elles auraient existé depuis à peu près cette période-là, un peu avant, donc 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand. Vraiment, dans les récits d'Alexandre le Grand, on en retrouve encore, il les croise même sur sa route. Et il en épouse une au passage, bien sûr, évidemment. Euh, Autour ou Hector? Autour. Mais ça n'a pas compris. Euh, Et donc les Amazones. Nous y voilà, les Amazones, les Amazones. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait les Amazones seraient venus... c'est un peuple du Nord. Soit des plaines de Siti, donc qui se situent au nord, dans l'actuel, au nord de la Crimée, hein, Ukraine en fait, hein, en principe. Avec l'actualité, tout le monde voit à peu près où c'est, du coup, je pense. Et même un peu plus au nord, un peu plus à l'est, etc. Eh, je veux revenir à voilà. Et donc les Amazones, il y a très peu de représentations.
voilà ce que j'ai réussi à trouver de plus ou moins potable. Mais à chaque fois, c'est plus tardif en fait, hein. Euh, Là, euh, elle est équipée en fait à la phrygienne. Enfin, à la phrygienne, non pas du tout à la phrygienne, à la Thrace, pardon. Donc la Thrace, c'est au-dessus de la Macédoine. Et donc voilà, la Thrace, les sites, etc., les équipements étaient visiblement assez similaires. Donc c'était des peuples d'archers et de cavaliers, ce qui fait que généralement on pense que les Amazones étaient des cavalières, ce qu'on retrouve sur pas mal d'illustrations, mais on les voit aussi à pied. Voilà, là c'est justement une reine ou une guerrière amazone. Donc là c'est 5e siècle après Jésus-Christ. Mais toujours avec la hache qu'on verra, qui est très très symbolique. La hache de Pentésilée, pardon. Euh, la Thrace, c'est plus ou moins l'actuelle Bulgarie. En gros, c'est ça, ouais. Euh, ouais. Toujours la hache, hein, vous voyez, avec le bouclier en demi-lune, qu'on retrouve souvent, même sur les sources un peu plus anciennes. Et toujours dans ces vêtements amples serrés avec ce genre de motif. Donc là, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. On se rapproche, hein. Donc il est au Louvre en plus. Voilà. Ça, c'est des représentations peut-être un peu plus probables. Attendez, non, là, de ce à quoi ça aurait pu ressembler, hein. Donc, on retrouve le casque avec. Enfin, si jamais elle aurait eu, là, c'est très fantasy, hein. Finalement, il y a des influences d'un peu partout. Parce que clairement, un bouclier comme ça, non. Cette espèce de truc-là, non plus. Mais en soi, le casque est de bonne inspiration. Et on a 10 000 représentations. Et voici, moi j'ai trouvé ça grave sympa de voir ça. Puisque donc là, on a une représentation de Tomiris, donc c'est une reine amazone, hein, qui est citée pardon, dans les récits grecs, donc pas homériques, parce que Homère ne cite pas les Amazones en fait dans son combat de l'Iliade et de la guerre de Troie, mais en fait tous les autres citent les Amazones, et voilà. En fait, souvent, on a tendance à réduire le conflit et les récits de la guerre de Troie à l'Iliade, sauf qu'en fait, il y en a plein d'autres qui sont donc par conséquent aussi tout aussi légitimes. Et donc voilà. Donc là, on a une représentation d'une Amazone avec donc un poignard de l'âge du bronze et que j'ai trouvé franchement pas mal. Voilà. Mais tout ça, c'est encore énormément d'hypothèses. Voilà, voilà. Et ça, c'est la dernière représentation en date. Donc là, c'est clairement du grand n'importe quoi, hein. Enfin, il y a du bronze partout, déjà, ça c'est chouette, ils sont pas mis de fer. Mais il faut avouer qu'elle est quand même ultra badass. Donc, moi, il y a quand même l'idée du bouclier en demi-lune. Le bronze partout, la forme du casque, hein, casque trace. Donc, jusque-là, ça va. Après, le reste, voilà. Bon, le reste, voilà, hein. Le reste, c'est juste pour la rendre badass. Il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être les motifs là sur les jambes. Limite le truc à écailles, on sait qu'il y avait des armures à écailles. Bon, ok. Ah oui, ce qui est très intéressant là, vous voyez, c'est les chaussures pointues qui sont histo. Voilà. Parce qu'on retrouve sur les sources, effectivement, euh, de l'époque du bronze, des chaussures pointues comme ça. Voilà. Fun fact. Ils ont mis un petit détail grave sympa. Alors, tout ça, tout ça. Mais bon, si on commençait vraiment à parler de Pentésilée maintenant, hein? Bah, c'est le bouclier mythique d'Athéna avec la tête de Méduse, il me semble. Il n'est pas historique, mais il existe dans l'imaginaire de la période. En fait, oui. Donc, il n'est pas historique sous cette forme de représentation. Mais en fait, le bouclier de Méduse, en fait, c'est. Alors, tu me corriges, mais il me semble que j'ai appris ça auprès de mes camarades reconstituteurs grecs, qu'en fait, la méduse était une des trois gorgones et qu'on représentait en fait très souvent sur les boucliers, sur les armures, etc. pour faire peur à l'adversaire. Euh, et donc on la retrouve relativement souvent. Cela dit, justement, de retrouver la gorgone sur une Amazone, c'est quand même très bizarre dans le sens où il me semble pas qu'ils aient justement les mêmes dieux et déesses. Donc voilà.
mais je suis pas sûr. Euh, Puisque de toute façon on savait rien d'elle, donc on sait pas grand chose. Ce ne sont que des hypothèses. Or donc, parlons de Pentésilée maintenant, quand même, et de la guerre de Troie. Bon alors, je vais vous faire la partie antique, et après on parlera la prochaine fois des versions médiévales. Dans la version antique, euh, pardon, dans la version éthique, c'est la guerre de Troie, de base, hein, comme tout le monde la connaît. Pardon, tout le monde la connaît, voilà. Hélène est enlevée par Paris, Ménélas veut se venger, il appelle Agamemnon et les autres, ils y vont. Hector est tué par Achille. Achille est tué par Paris, hein, sachez-le, mais avant la fin de la bataille, hein, pas comme dans le film, parce que le film, il fait des raccourcis, normal. Et à ce moment-là, Pentésilée arrive. Alors ça dépend des récits en fait. Il y a plein de raisons différentes. Il y en a qui la font arriver avant la mort d'Hector, il y en a qui la font arriver après la mort d'Hector. Toujours est-il qu'elle arrive avec une armée d'Amazones, et encore parfois elle arrive avec 10 Amazones, bref, elle arrive avec des Amazones. Elle se bat comme une diablesse, elle massacre plein de Grecs, et puis finalement elle se fait tuer par Achille dans un combat, et celui-ci, en retirant son casque, tombe amoureux d'elle, sauf que c'est ballot parce que elle est mourante et elle meurt. Voilà. Ouais, c'est ballot. Fallait pas tuer une femme aussi badass, hein, voilà, ça t'apprendra. Euh, Et donc on a des récits, on en parlera justement la prochaine fois où vraiment on s'attaquera aux sources. Où je vous lirai des moments trop badass, j'ai relu là. Voilà. Où justement Pentésilée clash tout le monde, elle, elle défonce tout le monde aussi. Ou par exemple dans les passages médiévaux, elle met à mal, ou elle les balance de cheval, elle les désarçonne, voilà. Donc Ménélas, Ajax, non, Diomède il est dans leur camp. Enfin tout un tas de héros à la suite en mode voilà. Et certains récits antiques lui attribuent même l'invention de la hache. Ce qui est totalement ridicule, mais voilà. C'est les Romains, une source romaine, il me semble, hein, qui lui attribuait l'invention de l'âge. Mais justement, tout ça, on en parlera jeudi. Donc voilà. Donc en gros, Pentésilée, c'est une histoire triste, puisque elle vient se venger. Il y a différentes histoires. Donc il y a l'histoire. Il y a plein d'histoires différentes. Il y a l'histoire de l'appât du gain, hein, tout simplement, parce que c'est chouette de venir se battre et de gagner des sous. Ensuite, il y a la version ma sœur, en fait, j'ai tué ma sœur sans faire gaffe, Hippolyte, lors d'une partie de chasse, et donc je viens chercher purification auprès du grand roi Priam. Ça, c'est la prochaine version. Après, il y a la version moi, grande guerrière, soif de pouvoir. Il y a la version de pouvoir de gloire, pardon. Et puis après, il y a la version alors plus médiévale de moi, Pentésilée veut venger la mort d'Hector. Puisque j'étais amoureuse de lui. Ce qui est ultra cliché, mais à la fois ultra plus badass. Donc une Pentésilée qui est finalement rongée par la vengeance et la tristesse, et qui justement éclate tout le monde avec cette rage et cette vengeance. Et sachez justement que le fait qui est vraiment badass lorsque j'ai découvert Pentésilée, c'est, donc j'en ai déjà parlé à la plupart d'entre vous, mais c'est que on n'en parle pas déjà de Pentésilée parce que elle n'est pas dans l'Iliade, mais elle est dans tous les récits postérieurs, et parce que peut-être on a du mal à comprendre que genre la dernière défenseuse de Troie, ou le dernier défenseur, était une défenseuse, hein. C'est-à-dire que c'est Pentésilée qui, à la tête de ses Amazones et des armées de Troie, après la mort d'Hector, défend Troie, dans certaines versions, bien sûr, et marave la tronche à tous les Grecs, hein. Je veux pas dire, mais genre, vous imaginez un peu le tableau là. Euh,
l'armée qui sort de Troie avec 1000 cavalières amazones en tête en train d'éclater les Grecs. C'est un peu la classe ça. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein, bien sûr, si ça s'est passé, bien sûr. Et d'un point de vue historique, ça fait aucun sens de dire ce que je fais, mais de faire ce que je dis. mais, euh, mais voilà, c'est quand même assez badass de se dire que voilà, en fait, dans un récit mythologique, ou à l'époque grecque où les femmes n'étaient pas super bien traitées ou considérées, eh bien, c'est une femme quand même qui éclate les hommes et qui défend la cité de Troie. Voilà. Bon, sur ce, allons un peu découvrir la dernière version en date de l'histoire de Penthésilée et de la guerre de Troie qui se trouve être dans le jeu Total War 3. Alors vous allez voir, donc c'est de là que j'ai tiré la musique d'introduction. Alors. Bingo. Toujours regarder avant de tuer, ouais, mais c'est le casque en fait, tu vois, genre. Voilà. Au moins une source historique qui dit on peut pas voir avant le casque, enfin, la voie d'avant retirer le casque. Le casque protège le visage, merci, voilà. C'est américain, hein. Ça se voit. To rage and spill the blood of other men's foes. Ah, vous avez pas les sous-titres, c'est pas grave. Vous avez qu'à comprendre l'anglais, voilà. Our deeds shall be known, even when our bones are dust scattered on the wind. And our names will inspire the mighty to rise. Oh, c'est trop bien parce qu'ils ont enlevé la rouille, ils ont enlevé le côté rouillé, la petite anecdote au bronze, qui devient tout schtroumpfé, vous voyez. Bon, bah clairement une cinématique inspirée du dernier film, hein, mais bon, on peut pas leur en vouloir. Puisqu'il faut faire un peu d'audimat et tout. Alors, ce qui était assez intéressant pour moi, c'est genre, je sais pas si vous avez un peu vu un peu les fait attention un peu aux armes, etc., qui est plus ou moins respecté, mais avec énormément de fantaisie. Et je trouve que c'est justement très bien parce que parce qu'on est dans un récit mythologique. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce jeu, c'est justement de voir comment ils ont fait pour adapter un récit mythologique, mythique et légendaire, ou plutôt, là en l'occurrence un récit plutôt légendaire, hein, avec une dose de réalisme en fait. Pour rappel, les lances, ça fait pas un bruit de rafale de vent juste avec un estoc, c'est certes, ni les épées. Et pourquoi ça ne m'étonne pas qu'il y ait au moins un commentaire d'AMHE. Je ne sais pas demander pour la blague si les techniques de combat étaient histo. Oui, bah on va pas parler des techniques de combat dans ce jeu hein, par contre là, mais la chorégraphie était chouette, hein, ils ont fait ça. Attendez. Je voulais juste vous parler de, vous voyez ce bouclier là qui est représenté, en fait c'est ils ont pris le parti de représenter le bouclier d'Achille. Qui est la première ekphrasis, voilà, c'est un terme technique grec
qui en fait est une représentation très juste et très détaillée d'un objet d'art en mouvement. Voilà, donc ça fait vivre en fait par une description très précise dans un mouvement, etc. Et en fait, le bouclier d'Achille, tel qu'il est décrit dans l'Iliade d'Homère, est la première exphrasis connue. Voilà, pour votre culture générale, si vous voulez vous la péter. Je vous écris comment. Je vous l'écris pour que vous puissiez. Voilà. Hop, ekphrasis. Pour que vous puissiez vous la péter, pardon. Ça y est, t'es corrompu. Aussi, bienvenue au club. Ouais. Bon alors, sur ce, on va commencer une petite campagne avec notre cher Penthésilée. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Nous, on veut une épopée au prisme du réalisme et découvrir la vérité derrière le mythe. Mais oui, nous, on veut ça. Ok, donc dans ce jeu, nous pouvons jouer les différents protagonistes danéens, donc c'est-à-dire les Grecs. Donc là, assez intéressant, nous avons Ajax qui est là avec le fameux bouclier tour qu'on a vu tout à l'heure. Ménélas avec un casque, voilà, ma foi, tout à fait, qui pourrait tout à fait avoir existé, tout comme la plupart des casques en fait, hein, qui sont là. Ici, Ulysse avec le bouclier, le casque en dents de sanglier. Achille avec, comme dans la vidéo qu'on vient de voir. Hein. Donc comme c'est un peu du mythologique sur les personnages principaux, ils ont évidemment rajouté énormément de pimp et de trucs, bon, on pourrait se dire, point de vue historien, tu regardes, t'es en mode, ouais. Alors de l'autre côté, nous avons les Troyens. Donc Hector qu'on a vu. Paris. Il a une moustache comme moi. Aîné, hein, le fameux, qui fait justement que les c'est très marrant hein, parce que Aîné c'est celui qui fuit Troie avec l'épée de Troie et qui va ensuite fonder Rome selon la légende et qui du coup fait des Romains les ennemis héréditaires des Grecs puisque les Grecs ont détruit Troie. Voilà, c'est marrant. Voilà, le bouclier ma foi on le retrouve aussi sur des sources. Je vais pas montrer mais voilà. La hache ici, c'est bien, elle est histo aussi. Après les bracelets, je peux vérifier. Ici, on a Rezos, je ne connais absolument pas, lui il est vachement chelou. Voilà. Et enfin, même nom, le maître d'Éthiopie. Voilà, bon. Et enfin, les Amazones. Et oui, et voilà, pardon. Alors, donc Hippolyte, sachez qu'il y a deux Hippolytes, il y a Hippolyté et Hippolyte. Donc là... c'est une des représentations. Il y a plein d'Hippolytes en fait parmi les Amazones. Donc ici, Hippolyte, la reine des Amazones, Hippolyte était une guerrière chevronnée lors de la guerre de Troie, mais également une diplomate et une pacificatrice de talent, préoccupée avant tout par la fondation d'un royaume amazone qui perdurera à travers les âges. Voilà. Et sachez que vous voyez là, elle a la ceinture d'Hippolyte, un des 12 travaux d'Hercule qui est de voler la ceinture d'Hippolyte. Voilà. Et enfin, notre magnifique Penthésilée. Oui, parce qu'elle était aussi très renommée pour sa beauté. Hein. Et c'est pour ça que Achille tombait sous le charme, bien sûr. Vous pouvez pas tomber amoureux sous le charme de sa personnalité, bah non. Bon, après, c'est vrai qu'ils se sont tapés dessus tout du long, alors... ça fera jamais partie des nouvelles questions que je me poserai désormais, c'est bien. C'est moi ou Paris a une tête à claque. Oh, carrément, carrément. Jamais je l'ai pris. Et qui porte son papa sur son dos. Oui, exactement. C'est ça. D'ailleurs, c'est une chose qui est bien représentée dans le film. Alors. Oui, alors c'est en anglais. Donc ici, nous avons Penthésilée, pardon, qui est à la tête des Amazones nomades, ce qui est grave cool. Donc ils ont une petite description, etc., machin truc. Ça c'est comment ça fonctionne. Les unités spéciales, oh là là, les filles d'Arès. Mes amis, ça c'est une unité de ouf. Ça défonce tout, c'est trop bien. Alors voilà. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont du coup réécrit l'histoire.
où ils ont fait une interprétation, une nouvelle interprétation du mythe de Pentésilée. Ce que je trouve très intéressant parce que en fait comme dans les récits antiques, en fait chaque auteur a apporté sa petite pierre et a changé un détail, etc. Et là ils le refont dans un récit de la guerre de Troie global mais sous forme de jeu. Que je trouve en fait finalement ce que je trouve très bien et tout à fait légitime finalement. Alors donc, Pentésilée était la reine guerrière des Amazones lors de la guerre de Troie, tandis que sa sœur Hippolyte régnait sur la civilisation amazone. Pentésilée mena ses sœurs cadettes au tempérament sanguin à la guerre. Née Mélanippe, jument noire, elle assista 15 ans auparavant à la destruction de Thémicyre par les envahisseurs athéniens et au meurtre de sa sœur adorée Antiope. Prenant le nom de Pentésilée signifiant deuil, elle offrit sa vie au dieu assoiffé de sang Arès, jurant de se venger de tous ceux ayant eu l'audace de profaner la capitale dorée. D'après la tradition d'Homère, elle combattit contre les Achéens pendant la guerre et sauva Troie d'une défaite assurée. Achille la tua lors d'un combat singulier et tomba amoureux d'elle lorsqu'il ôta son casque. Dans d'autres versions de la légende, c'est Pentésilée et non Achille qui tua le prince Hector au combat. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à redire. Hein. Ils ont quand même vachement trafiqué les versions historiques. Mais elle est badass aussi. Il y a un amour de la beauté martiale, exactement. Alors, ils ont assez trafiqué la chose, enfin des sources que je connais, hein, moi. Bon. Là, c'est l'histoire que eux, ils ont romancé pour leur jeu, bien sûr. Donc voilà. Alors, Mélanippe, c'est une autre Amazone qui a existé. Enfin qui est présente dans les récits, mais à aucun moment ils disent que Mélanippe c'est Pentésilée. Voilà. Il me semble que parfois elles sont confondues, parfois elles sont sœurs, mais voilà, ils ont fait un petit raccourci. Ensuite, justement, la destruction de Thémicyre effectivement par les Athéniens est exacte, et notamment selon les récits par les Argonautes parfois. Sa sœur adorée Antiope, effectivement, mais je sais pas si elle est morte à ce moment-là. Il me semble que justement c'est aussi elle qui a été tuée parce que par elle-même hein, lors d'une partie de chasse, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le fait que Pentésilée signifie deuil, j'avais cherché, il me semble oui ou non, je sais plus tout à fait. Il me semble que c'est plutôt Mélanippe qui voulait dire deuil en fait. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, d'accord, donc ça on s'en fiche. Espèce de méchante. Bon, ils disent pas. Voilà, et effectivement, alors là on dit aussi qu'elle jure d'offrir sa vie au dieu assoiffé de sang Arès. En réalité, selon les récits, c'est la fille d'Arès, voilà, hein, tout simplement. Donc là, ils ont choisi de mettre une dose de réalisme pour le jeu. Elle combattit et sauva Troie d'une défaite assurée, oui, c'est une façon de voir, puisque Troie finit quand même rasé. Hein. Achille la tue lors d'un combat singulier et ôte son casque et tombe amoureux, ça c'est ok. Dans tous les récits, on a ça, enfin sauf quand Achille est mort avant, mais ça c'est dans les récits postérieurs. On verra ça jeudi. Dans d'autres versions de la légende, c'est Pentésilée et non Achille qui tua le prince Hector au combat. Et bah écoutez, je n'ai jamais trouvé aucune source qui dit ça. Après, voilà. Donc là, en l'occurrence, pour le coup, voilà. Dans aucun des récits que j'ai fouillés, j'ai trouvé ça. Genre vraiment zéro. Voilà. Mais je n'ai pas pu être exhaustif non plus dans mes recherches. Quoi, une reine aussi badass et elle a un nom qui signifie deuil? Bah ouais, mais justement, c'est 10 fois plus classe. Genre, ça renforce. En fait, je pense qu'ils ont dit ça aussi parce que ça renforce en fait le côté vengeance. Le côté vengeance, la profondeur du caractère du personnage. Et je trouve ça vachement bien vu en fait. Même si du coup, effectivement, il y a traficage de l'histoire en fait.
Mais je trouve ça assez intéressant. Bref, il faudra qu'on revérifie l'étymologie, j'arrive pas trop à la trouver, mais ça me paraît bizarre. Voilà. On y va? Allons défoncer un peu de grec, hein. Allez, Zabardi. Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux? Ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés? Vous voyez le bouclier là? Voilà, il était là. Le bouclier en 8, il était là. Là, ça avait pas trop une tête à claque, mais bref. You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Le fait que toutes les armées soient aussi Brother, I can uniformes, fight. c'est pas ouf. Go, seek shelter. Mais bon, c'est pour le jeu aussi. There'll be plenty of fighting ahead. La fureur de l'Achaïe s'abattra sur Troie. Ah, on n'a pas parlé des chars. Je vous en parlerai Paris après. a agi par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Alors... Ah ben moi le deuil ça m'évoque plus quelqu'un qui va se morfondre, rester dans son coin à déprimer, pas quelqu'un qui va partir à la guerre et défoncer tout le monde. Bah c'est la réaction de Pentésilée. Hein. C'est... bah, elle est pas très... Elle se morfond mais elle dans sa vengeance en fait. Hein. Dans la violence. Voilà exactement, elle a la raison des deuils de ses ennemis. C'est beau ça. Pentésilée. Signifiant deuil, la raison des deuils de ses ennemis. Mais c'est quoi ce maquillage? Oui, alors c'est une bonne question. Je ne suis pas allé justement me renseigner sur le maquillage des femmes du coup. Mais dans ma tête, enfin après je connais rien, mais dans ma tête c'est potable, enfin c'est possible. J'en sais rien, j'en sais strictement rien. J'ai pas vu, lorsque j'ai fait rapidement mes recherches, comme là on est dans un côté martial, j'ai pas vraiment fait de recherche sur le côté civil. Mais je sais que par exemple là pour des besoins de représentation et d'essence visuelle ils ne peuvent pas le faire. Mais apparemment les femmes mycéniennes avaient tous en fait la poitrine à l'air. Et du coup bah voilà c'était voilà l'évolution des mœurs hein, très chers amis. Mais pour le coup et ben visiblement sur toutes les représentations picturales, elles ont les seins à l'air. La mode de l'époque est quand même très flashy, hein, très ça brille partout, etc. Avec beaucoup de motifs, très très riches. Et donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Après, voilà, j'en sais rien. Je trouve simplement que le maquillage d'Hélène est très moche. Ouais. Oui, c'est clair, hein, c'est pas ouf. Ô féroce Pentésilée, la guerre se profile à l'horizon. Brother, your foolish passion has doomed us. Par-delà la mer, les odieux Achéens rassemblent leurs armées et se préparent à envahir Troie. Le roi Priam et les siens soutiendront votre cause, car sur les terres de Phrygie, des serments furent jadis échangés entre vos guerriers. Pour les atteindre, vous devez franchir le détroit et traverser les terres des Tiniens sur les côtes de Propontide. Ces fous osent vous refuser le passage. Ah, quelle bande de fous furieux. Ils n'ont pas compris ce qui allait se passer. Marchez vers l'ouest pour assouvir votre vengeance. Through glorious battle, I am redeemed. Ça a un petit accent avec les petits airs roulés là. Alors,
Déjà, je sais pas ce que vous pensez vous, dites-moi des graphismes un peu, moi j'aime bien, je trouve ça vachement sympa au niveau de comment ils ont l'aspect, l'esthétique du jeu. Ils sont inspirés des représentations sur les céramiques et je trouve ça vachement cool. Bon alors nous voilà avec notre héroïne Pentésilée. Amazon warrior. Oh, coucou vous. Et donc les différentes petites unités dont on dispose. Donc une unité c'est un groupe de soldats. En haut vous avez la santé et le nombre de soldats, enfin là en l'occurrence de guerrières qu'il y a dans chaque truc. Et ce qui est grave classe avec Pentésilée, c'est que contrairement aux autres, comment dire, aux autres factions où vous devez régir un royaume, avec Pentésilée, vous êtes des Amazones nomades, c'est-à-dire que vous passez, c'est dans le jeu, hein, vous passez, vous détruisez tout, vous pillez, vous prenez tout, puis après vous allez de cité comme ça, et puis vous rasez tout sur votre chemin. J'adore. Le gros kiff à jouer, c'est trop bien. Donc voilà à quoi ça ressemble ce jeu. Un peu sympa, les petites maps, les petits oiseaux qui chantent, c'est joli. Hop, voilà. Donc ça c'est la map, hein. Elle est relativement très grande, hein, puisque nous on est ici. Et donc nos premiers ennemis qui refusent de passer, ce sont ces petits bonhommes là. Donc nous allons tout simplement les attaquer. Parce que on est des méchants. Voilà. Cut them down. Donc lorsqu'on fait une bataille, il y a le rapport de force qui est indiqué là. Donc en jaune c'est nous, en rouge c'est l'adversaire. Donc clairement on va les dézinguer. Ici ça veut dire c'est nous qui faisons la bataille. Ici c'est une résolution automatique. Et ici c'est on se replie. Là c'est sauvegarde au cas où on se rate. J'aime beaucoup la reprise des styles céramiques à figure noire, même si ce n'est pas trop l'âge du bronze. Oui, oui. Oui, effectivement. Et en fait, c'est là la différence, c'est-à-dire que en fait, ils ont fait un choix. C'est justement, c'est pas homérique. Pardon, c'est pas justement l'âge de bronze, c'est homérique. Et c'est là qu'en fait, ce genre de motif, en fait, bah, correspond à l'époque du récit et pas à l'époque des faits, en fait. Enfin, ils ont fait un mélange et je trouve ça assez sympa. Ce qui est relativement d'ailleurs très pratique pour choisir les sources, hein, du coup. J'avoue. Bon, on va se faire la petite bataille sur le terrain. Puisque c'est ça aussi qui est sympa sur la série des Total War, c'est qu'on peut faire la bataille nous-mêmes sur le terrain. Et voir nos petites unités en train de se massacrer. Ça c'est trop chouette. Bon, c'est mon kiff. Après, justement sur ce Total War là, ils n'ont pas énormément développé le combat, donc il n'y a pas trop de cinématiques. Alors, on va attendre un petit peu. Tiens, voilà, c'est très bien. Commencer le déploiement. Alors, nous, on est Pentésilée, donc on va les attaquer. Hein, on va pas jouer la défensive. Hein, quand même. Donc voilà la map sur laquelle va se dérouler le combat, mon très chers amis. Nos différentes unités. Bonjour, bonjour. Alors, ah oui, ça c'est assez intéressant. Donc voilà ce à quoi elle ressemble, machin. Donc c'est un peu des soldats, on leur a foutu une lance entre les mains et puis c'est cool quoi. Enfin des soldats, des civils pardon. Sauf que bon, bah là en l'occurrence c'est juste des femmes. Nomades. Donc ils ont le bonnet trace, ils ont un équipement civil qui ma foi pourrait passer. Le seul problème qu'on peut reprocher à cette unité, c'est que jamais une lance à deux mains en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Un soldat avec une lance sans bouclier, ça n'apparaît pas avant très longtemps. Voilà. Donc le fer de lance, hein, vous voyez quand même qui est ultra histo. Ils ont fait attention. Mais voilà, une lance à deux mains, c'est pas histo. Aucune représentation ne montre, surtout à l'époque, les boucliers, il y en a tout le temps. Ok, donc là, on a nos Amazones de base, ça c'est sympa. Elles ont une épée histo, un bouclier histo, une lance histo. Tout est parfait, voilà. Tout est parfait. Enfin, disons que c'est une interprétation potable. Ok. Attends, j'ai vu un tatouage sur son bras à elle. Alors ça c'est marrant parce que effectivement les tatouages, je sais pas si on en a retrouvé à l'époque. À mon avis c'est du...
total à inventer. On a trouvé des momies en Égypte où on a retrouvé les tatouages, ou je sais plus, enfin, dans les endroits momifiés. Il se trouve que pour les Amazones, on n'a pas trouvé de momies, il me semble pas. Donc ceci est un tatouage purement inventé, voilà. Sinon en soi le reste est relativement histo. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Ah, les fameuses haches à deux mains. Donc pour les haches à deux mains je dis oui, pas pour les lances. Oh merci, merci Blau pour le glouglou. Merci beaucoup. Enfin, les cavalières. Alors, j'ai pas trouvé trop de représentation d'Amazon guerrière à cheval. Là, pour le coup, je peux pas vous dire. Pour les boucliers carrés, enfin rectangulaires et plats comme ça, aucune idée. Le fait d'avoir ce genre de chanfrein pour les chevaux, je trouve ça méga classe. Maintenant, si c'est histo, aucune idée. En tout cas, c'est trop classe. Je pense que je vais le prendre pour mettre dans mon bouquin, ce genre de choses avec les plumes là, comme ça. C'est tellement badass. Ok, et puis pour finir, nous avons quand même Penthésilée. Hein. Hello! La voici. Voilà. Voilà. Bon. Si on allait marave les méchants. Enfin les méchants c'est nous, mais c'est pas grave. Ok. Alors nous on va la jouer offensif puisque nous sommes Penthésilée, n'est-ce pas? Comment on va faire? Alors, la cavalerie. La cavalerie, est-ce qu'on peut la cacher quelque part? Genre là. Bingo, elle est cachée. Ok. Penthésilée, on va la mettre là. Avec les troupes de choc. Qui sont ces deux-là. La troupe de machin qui sera derrière. Les javeliniers aussi. Et puis finalement, ça c'est la troupe de défense. Ok. C'est parti. Allons attaquer. C'est méchant. Alors, nous allons construire un bloc offensif. C'est ça? Yes. Là, le troupe de défense et les petits soldats. Ok. C'est bien parce qu'ils bougent pas. Ce qui va me forcer à me déplacer parce que moi je suis foncièrement quelqu'un de contre-attaque ou défense. Donc voilà. Ok, allons voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, les unités se dévoilent selon notre champ de vision. Donc nous avons des frondeurs de l'autre côté, ma foi potentiellement histo, hein, moi je vois rien. Le code couleur évidemment c'est pas histo, mais bon pour les besoins du jeu, bah voilà, ils sont tous en vert, normal. Voilà, alors là bon bah pareil, ah c'est marrant ce petit bouclier, je n'ai vraiment aucune source mais c'est probable, j'en sais rien, c'est bizarre. Voilà. Oh regardez ils se mettent à bouger, non d'un petit bonhomme. Oula mais dis donc qu'ils sont nombreux ici là. J'aime pas jouer attaque. J'aime pas jouer attaque. C'est horrible. Je déteste jouer attaque. Ah, on se fait tirer dessus. Ok, bon bah c'est le moment de les attaquer alors. Votre héros se fait attaquer. Oui, mon héros se fait attaquer, bla bla bla. Ce code couleur, en fait, on attaque des Irlandais. C'est ça. Bon, alors je déteste charger comme ça en plus, c'est tellement stupide. Mais on va se les faire. Menace élevée, minime. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Hop là. Et voilà, c'est la baston, c'est la mêlée partout et elle capte pas ce qui se passe. Hein. Et voilà, maintenant on peut regarder un peu la baston. Voilà. Il y a des gens qui volent. Oh c'est le chef là, regardez c'est le chef des méchants. Boum. Hey, comment il est en train de massacrer nos troupes. Il faut qu'on le défonce. Vas-y Penthésilée. C'est bien parce qu'il y a des duels de héros parfois, c'est grave cool.
Ah, est-ce qu'on a le petit duel de héros? Yes. Boom. Bon, c'est un peu bizarre, mais... You have no idea who you're facing. Oula. Allez, ouais, vas-y. Vos guerriers se découragent. Quoi? Mes guerriers se découragent. Disengage. Shatter the foe. Destroy them. Comment ça, mes guerriers se découragent? Skills. Javelins to hand. Attends, on a genre juste Panthésilée qui est toute seule. Ouais, on faudrait La peut-être qu'on... victoire est à portée de main. Ouais, enfin, Panthésilée elle est toute seule hein, quand même. Je veux pas dire, mais bon. Faut qu'on aille à la rescousse. Vas-y, vas-y, défonce-le. Bob. Oh, oh, oh. Ouh, ça fait pas du bien ça. Vos guerriers se rallient. Et hop là, Bob, Bob. Oh, petit coup de lance dans le dos, ça fait pas du bien. Et voilà, c'est ça, casse-toi. Il se barre. Et donc nous avons gagné, voilà. Maintenant, c'est la fuite. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez les codes. Ah oui, attention, ça va être brutal, je pense. Non, même pas. Ça va peut-être être brutal, j'en sais rien. Peut-être qu'on l'a mis en fuite. Même pas. My skill is proven. D'accord. Génial. On a gagné des sous. The perfect Amazon warrior. Chouette. Donc là, on peut lui mettre des compétences qui vont devenir des trucs trop classe. Genre après, on peut la faire monter sur un char. Ah, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. Ça, c'est quoi ça? Alors, les chars. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on en a dans ce jeu la possibilité d'en avoir. Ça, c'est grave cool. Oui, on va prendre ça. Il y a cette possibilité justement d'avoir des chars et en fait c'est quelque chose qui est typiquement utilisé à l'époque du bronze et qui s'arrête avec le bronze en fait. L'utilisation des chars de combat, du moins dans la Grèce. Et du coup c'est grave chouette qu'ils aient pensé à mettre ça en fait. On va peut-être éviter de faire ce que je viens de faire en fait. On va plutôt genre faire ça. Non mais attends, j'ai déjà ça. Ah c'est ça qu'on n'a pas. Du bois. Le bois c'est sympa, on aime le bois. On aime le bois nous. Alors qu'est-ce qu'on... Hein? Parce que bon, nous, on est comme ça nous, mais... On va faire ça. Donc c'est sympa avec ces Amazones là, c'est qu'en fait on va de cité en cité, on brûle tout. Yes. Et au fur et à mesure que nos Amazones gagnent de l'expérience, elles évoluent. Et donc c'est ici, rite d'initiation. On commence à celle-là, puis après on peut les évoluer jusqu'à ce qu'elles deviennent genre dans les derniers trucs genre ultra badass. Voilà. Victory is ours. Destroyer of men. Waouh. Et donc voilà, et donc là vous avez les différents bâtiments ou tentes en fait qu'on peut fabriquer et voilà. Pain drives me. Pain drives me, yes. Ensuite vous avez le pacte de sang, ça c'est trop cool ça. En fait vous pouvez évoluer ce genre de choses là. Et après, en fait... Ouais bah attends, je vais vous lire. Hein. Panthésilée cherche à raviver les vieux serments de guerriers. Cela permettra aux armées d'invoquer individuellement des guerriers liés par le sang lorsque leur gloire est suffisamment élevée. D'autres serments plus puissants peuvent être rétablis à l'aide du sacrifice approprié. C'est-à-dire qu'en gros, on active ça. Et puis tout à coup... eh ben, vous avez plein d'Amazones qui arrivent comme ça sur le champ de bataille, c'est trop cool. Vous voyez cette représentation là est purement du coup époque archaïque. Elle ne rentre absolument pas dans la période justement époque du bronze. Voilà. Donc en fait ils ont pris l'époque archaïque pour les représentations globales et pour le terrain et le côté réaliste ils ont pris des représentations réalistes plus ou moins. Donc voilà. Bon, si du coup
On sauvegardait, puisque je vois l'heure. Ça doit être la deuxième campagne avec Panthésilie. Voilà, hop. Oui, j'ai sauvegardé. Alors si on allait... se faire plaisir. Alors... on a le siège de Sparte et Bolos Violet. Je pense que ça a l'air marrant ça. Ça c'est donc une rediffusion. Donc là c'est une bataille que j'avais faite. Et en fait sauvegarder la vidéo et comme ça en fait la bataille se passe et nous on peut tout simplement regarder et se marrer. Voilà. Comme ça on va pouvoir se marrer. Et puis bah, on va pouvoir parler tranquillou. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé de ce live. Vous avez appris des trucs, ça vous a plu, etc. Etc. Puis nous, on va se marrer en regardant ça. Donc pour le coup, dites-moi. Hein. Donc là effectivement je l'avais joué défensive, hein, comme vous voyez. J'ai foutu mes troupes ici. Donc là ça c'est dissimulé, ça c'est dissimulé, ça c'est dissimulé. Et ça c'est dissimulé. Ça veut dire qu'en gros tout ce qu'ils voient c'est ça. Ils vont tous se ramener. Ici on va leur tendre une embuscade ici. Une fois qu'ils seront arrivés ici, on va ramener tout ça pour les prendre par derrière. Et ça c'est des renforts potentiels pour les ailes. Voilà. Bolos violet, oui. J'ai pas beaucoup interagi mais c'était super intéressant. Génial. Ça me plaît. Ça me plaît. Et Bolos Violet, ouais, c'est Milet. Donc Milet, c'est une ville antique qui se situe sur l'ensemble des petites îles qui sont au milieu de la mer Égée. Voilà. Et donc en fait, il se trouve que cette armée-là a reçu des renforts, ce qui fait que pendant que moi je prends la pluie dans mes armures de bronze, et bah lui il reforme son armée avec des dizaines de troupes, des centaines de petits guerriers qui arrivent. Voilà. Bon. On va accélérer un peu, hein. Non attendez, on attend que ça accélère, je vais vous montrer un peu les troupes qu'il y avait. Puisque là pour le coup j'ai... Alors là le jeu bug. Youhou, on vole. Oh regardez. Coucou. Bon. Ah, c'est fun, mais vous avez ici les filles d'Arès, hein. Ces combattantes trop classe. Je sais pas si on peut... Non, c'est trop bas. Voilà. Avec la fameuse Labrus, la hache à deux mains. Et ce casque, ma foi, très corinthien, donc beaucoup trop anachronique. Enfin bon, c'est limite, hein, c'est une interprétation. C'est ça assez sympa, parce que du coup ils ont pu faire avec le mythe, le mélange. Ensuite, vous avez d'autres... ils vont se déplacer là. Non, pas du tout. Bon. Ici, on a des cavaliers qui se déplacent. Chouette. Vite fait. Donc là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Non, elles sont un peu plus stylées, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est d'autres cavaliers. Et là, c'est pareil. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'était très intéressant. Je me suis retenu de pas enchérir sur les civilisations mycéniennes et minoennes parce qu'il y a tellement à dire. Oui, oui, absolument. J'ai vu quelques documentaires, c'était très intéressant. Mais je pourrais vous les recommander. Voilà, si vous voulez. Alors, donc là, on a du très histo, hein, pour le coup. Hein. Donc, hein, voilà, là, je pense que historiquement, il y a. Enfin, bon, j'y connais pas grand-chose, mais des sources que j'ai regardées, en tout cas, il n'y a rien à redire. Voilà. Bouclier en lune, chapeau trace, épée en bronze, les vêtements sont plus ou moins ok, ils ont des bottes, il n'y a pas de selle et pas d'étrier, ce qui est très bien. Donc bon, franchement, c'est propre. À côté, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a 3 fois les mêmes. Hein. Ok, là c'est le moment où je leur dis bougez-vous. Non, d'accord, je les ai juste avancés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, encore une unité qui bug, mais pourquoi?
d'accord, Amazon, alors Fantasy est pas contente. Voilà, bah ma foi c'est la même chose, les motifs sont d'inspiration, c'est chouette. Donc là c'est des unités de défense en fait hein, que j'ai posées là. Hop. Ensuite, ici c'est des frondeurs trop classe, alors avec le petit bouclier en bronze. Yes, I can. Yes I can, Without fail. yes I do. Voilà. Ah, Pentésilé sur son cheval, voilà, Got it. c'est ça qu'on I veut. hear you. Et puis là, je déplace des troupes, mais je sais pas pourquoi je les déplace, hein, mais je sais pas, c'est encore des Team Labrus là. Ok. Ah, je les ai, en gros là, si vous voulez, je les ai placés juste à l'orée pour leur faire la surprise au moment où ils arrivent de coucou, on est là, et vous ne nous aurez pas. Et puis, ou alors j'ai compris un truc. Ah oui, j'ai compris un truc. Pourquoi je fais bouger tout le monde là? Il a dû se passer un truc dans ma tête à ce moment-là, je ne sais pas. Bon, on va accélérer un petit peu le temps qu'ils arrivent, hein, parce que bon, ils sont bien mignons, mais peut-être qu'ils pouvaient toujours pas me voir, parce qu'il y a la crête. Donc, et nous là, on peut les voir parce qu'on est en caméra en fait. Enfin, on est en rediffusion. Ok, donc là, je sais pas pourquoi j'ai envoyé ça, mais voilà. À mon avis, c'est pour les appâter. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Je crois que j'ai envoyé ça pour les appâter. Oui, parce que c'est une unité de javelinier à cheval. C'est trop bien ce truc. C'est ça. C'est des unités légères qui balancent des javelots. Et comme ça, ça sert pour attirer l'ennemi à un endroit. Comme ça, elles vont me suivre. Et puis elles vont oublier qu'il y a des gens là. Techniquement, ils sont dans la forêt, hein. C'est juste un bug. Allez-y, bougez. Bon, sinon, là on a des trucs en bronze. Ah bah voilà, c'est parfait. Vous voyez les boucliers, bouclier en 8, bouclier tour. Voilà, là on a un 100% histo, hein, un sans faute. Voilà, c'est des sans faute là. Par contre, ils sont en train de se faire dézinguer. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? Bon, ça se fait que je joue comme ça. J'ai décidé de sacrifier ma cavalerie Vos guerriers se découragent. et de bouger toutes mes unités là. C'était une stratégie vachement chelou. Pentésilée est tellement vénère, on dirait qu'elle va crier Motherfucker. Ouais, j'ai pas tout à fait compris ce qui se passait. En fait, je me suis rappelé que j'étais Pentésilée et je passais à l'offensive. J'en sais rien. Salut les nazes. Vos guerriers ont été mis en déroute. Bah oui, évidemment qu'ils ont été mis en déroute, je joue comme un bleu. Attendez, ça c'est pas possible ça. Ça c'est pas possible ça. Ça c'est bizarre ça. Ça c'est vachement chelou. À mon avis... Attendez, c'est pas possible. Ça doit être l'ancienne version. En gros... Non parce que c'est pas possible, j'avais gagné cette bataille, je me rappelle. Mais... c'est pas juste... Bon, on va regarder celle-là vite fait alors. Je pense que c'est parce que c'est une ancienne version, du coup il fait pas le rapport en fait. Dans le sens où, à mon avis, en fait, là c'est juste l'ordi qui fait la bataille lui-même avec les troupes que moi j'avais posées, parce que jamais j'aurais joué comme ça, on est d'accord, je suis pas nul à ce point-là. Ça c'est avec cette version du jeu, donc ça devrait aller. Donc on va skipper un peu puisqu'elle dure 12 minutes cette bataille. Alors qu'est-ce que j'avais fait? On avait joué stratégie ici. En fait ils avaient pas mal d'unités. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une partie des unités là pour faire genre je vais attaquer par là, ce qui occupe leurs troupes là. Et comme ça moi de mon côté je vais lancer l'offensive de ce côté là. Je vais tout démonter ici, je vais les prendre à revers et quand eux ils se bougeront, bah j'enverrai ceux-là. Voilà sur le principe. Par contre on s'était fait éclater la tronche ici. Hein, voilà, genre salut. Nous ne sommes que 12, nous étions 90. Voilà. C'est trop cool parce qu'ils font surgir des échelles comme ça. Youhou! Vos guerriers attaquent les portes. Ouais!
Merci. Ça, c'est toujours le mec qui commente, c'est Einstein. C'est un peu comme quand vous regardez du foot, vous voyez. Genre, le mec qui balance des trucs, t'es en mode ouais, bah écoute, merci, je le vois. Voilà. Les portes ennemies ont été détruites. Shatter the foe. Ouais. Alors, vous voyez, on est arrivé et tout de suite il se barre. Je sais pas pourquoi, mais. Destroy them. Ouais. Voilà, oh oui, ça vole. Et j'ai le mode sanglant, voilà, vous comprenez que genre y a des cadavres qui volent. Et il y a du sang. Boum. C'est rigolo. Il y a des gens qui meurent. Slaughter them. Slaughter them. D'accord. Vous êtes sur le point de capturer les portes. Merci Edgarken hein, pour le petit glouglou. Ça fait plaisir, je vais me resservir. Ah, elles sont contentes. Donc vous voyez, grosso modo, c'est l'unité la plus chaude du jeu. Hein. Elle est comme ça, tu les as massacrés en moins de 2. Voilà. Et du coup, j'en ai plein parce que c'est rigolo. Oh, les super archers, regardez! Ultra histo également aussi. Bon, le seul truc, encore une fois, qui est pas très histo, c'est le fait qu'ils soient uniformes. Ils ont rapidement varié sur les casques pour faire genre, mais bon. Vous avez capturé la tour ennemie. Voilà, donc j'ai percé la porte, du coup j'ai fait surgir tout le monde là, et ils sont dans le caca. Parce qu'ils ont toujours toutes les unités qui sont bloquées là. Je suis malin. Hein. Heading out. Malinx, le lynx. Bring that down. Ah, là c'est leur unité d'élite contre mon unité d'élite. Voyons voir qui gagne. Crush them. Ah, je sais pas, je vois plus de boucliers qui volent que de haches qui volent. Hein. Voilà. Dans ta tronche. Et vous voyez là, c'est l'armure de Dendra hein, qui porte, hein, plus ou moins. Donc encore une fois, c'est génial ce qu'ils ont fait. Bon après, le combat, c'est pas en formation, etc. Il y a Se fait attaquer. énormément de choses à redire sur le système de combat. Oh, j'ai une... Ah, c'est le 2 héros qui s'affrontent. Attends, mais c'est Ménélas? Non? Non, c'est... Non, c'est pas Ménélas, c'est un autre type. Je pense que Ménélas, je l'avais tué. À ce moment-là. Your fear is laughably obvious. Shatter the foe. J'ai cru qu'elle allait dire shut up, un truc comme ça. Ok, est-ce que je l'ai fait charger sur ces troupes là? Oui? Non? Oui? Vengeance. Ouais, vengeance, ouais, c'est chouette. Ah, casser les sauts. Got them. Oui. Death will still Boum. find you. Encore une fois là, lance à deux mains c'est pas histo, mais les lances sont histo en elles-mêmes. Got it. Ah voilà la rescousse. Eh oui, ça éclate, hein, ça éclate, eh oui, ça. Pardon. Ouais, on a gagné. Regardez, elle a touché le popotin. Vous avez vu ou vous avez pas vu? Genre elle s'est retournée, elle a fait hop là sur ses fesses. Je sais pas si vous avez vu. Trop drôle. No question. Allez, pas de questions, non, on posera pas de questions. Hein. Hold. Elle a gagné, elle a fait ouais, et puis après elle a touché ses fesses, alors d'accord. Hold. Nothing back. Ouais. Vous retenez pas surtout, hein. Et quand elle a touché ses fesses, non, c'est un peu trash quand même. Bon, en tout cas, on les a éclatés, ici ils se barrent. Et bon. Et bien aussi, c'est qu'ils aient pas mis de linothorax, hein, il me semble, et ça c'est quand même super. Donc le linothorax, c'est l'armure en lin classique de l'époque justement archaïque et classique de référence en Grèce et qui n'existe pas justement à l'époque du bronze. Et ce qui est très bien, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire beaucoup dans les réinterprétations 2-3. Est-ce qu'on va avoir une qui monte les fesses? Attention. Oula. Donc c'était gratuit ça.
Ok. Non. On n'a pas de montrage de fesses. Ah, on est dégoûté là. Bon. Tristesse. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres gens. Coco. Évidemment, les archers, ça se barre. Hein. Tout le monde le sait. Les archers. Les archers. Oh bah, il y en a plus. Oh, regardez, là, elle a fait. Le mec. Là, regardez, j'en ai vu une qui se touche les fesses. Ouais. Voilà. Et du coup, là, ils ont capté que bah, j'étais en train de prendre tout l'arrière. Du coup, ils se ramènent. Et là, je vais peut-être enfin utiliser le bélier qui se ramène. D'ailleurs, le bélier qui n'est pas histo, hein, mentionnons-le. Enfin, ce truc là devant. Lol. Voilà. D'ailleurs, dans ce jeu, en fait, si vous voulez, là, ils se sont inspirés pour les béliers et tout ça du cheval de Troie qui est fait à partir des bateaux des Grecs. Enfin, dans le récit, il me semble. Hein. Et donc, en fait, si vous avez une coque de navire, quoi. Même si, en principe, jamais de la vie, quoi. Et c'est tout. Genre, un navire, c'est tellement précieux que même s'il est en mauvais état, tu le répares plutôt que de le casser, en fait. C'est d'une telle technologie. Voilà. Notez qu'ils ont fait quand même l'effort de mettre les peaux de bête juste à l'avant. Enfin, après, je sais, il y en avait probablement partout. Je suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais je sais que dans certains livres de stratégie militaire médiévale, ils disent qu'il faut effectivement mettre des peaux partout humides pour éviter que bah, ça prenne feu. Et donc là, ils en ont mis à l'avant pour que bah, on puisse pas mettre feu devant. Voilà. Parce que fun fact, voilà. Est-ce que je peux faire le commentateur comme le mec? Alors, vous voyez, donc là, vous avez des troupes de frondeurs qui s'amusent à nous massacrer avec leurs petites boules de je sais pas trop quoi. D'ailleurs, ça serait assez intéressant de voir de quoi étaient faits leurs projectiles. Puisque les projectiles des frondeurs, donc là on pourra pas voir hein, parce que c'est des traits, voilà. Mais par exemple, à l'époque de la guerre des Gaules, les Gaulois utilisaient des balles d'argile et les Romains utilisaient des balles de plomb. Donc évidemment les balles de plomb ça fait beaucoup de dégâts, hein, évidemment les balles de plomb. Mais à la différence des balles gauloises, donc en fait dans tous les cas ça faisait 80 grammes. Donc l'argile, en fait les boules d'argile étaient donc plus grosses que celles de plomb qui étaient plus petites. Donc évidemment celles en plomb elles allaient plus vite, plus loin, elles faisaient plus de dégâts comme une balle quoi si vous voulez. Alors que les gauloises en faisaient moins. Cela dit, c'est toujours très destructeur. Hein. Celles en argile pouvaient être chauffées jusqu'à 800 degrés, alors que celles de plomb, bah du coup non, évidemment. Ce qui pouvait servir de projectile à mettre le feu. Parce que les flèches enflammées, ça n'a jamais existé. Enfin, on sait pas si ça a existé. C'est plus compliqué que ça. Pour des questions techniques en fait, hein, quand on tire avec du feu au bout d'une flèche, avec un arc, et ben en fait le vent souffle le feu et du coup il n'y a que dalle. Mais au contraire, justement, les balles de fronde à 800 degrés, bah ça fout le feu, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, je pense que dans l'ensemble on a gagné un. Voilà. Je vois ce qui se passe. Mais en tout on a gagné puisque là ils sont en déroute. Partout. Voilà. En gros là je pense que je m'étais juste amusé à les poursuivre parce que je suis un gros méchant. Vous voyez? Je t'ai dit, ouais! Genre Panthésilée là. Boum! En plus ils vont se relever je parie. Fais pas bien ton taf là hein. Allez! Ah vas-y. Ah vas-y. C'est pas comment conduire son cheval. Alors attends. Attends, un peu à droite. Ah bah voilà. Bon. Ceci étant fait, donc voilà les troupes déployées. Évidemment, hein, on était 1200, ils étaient en tout... J'ai la flemme de calculer, mais moins.
En gros, ils étaient 500, 530, hein, si mes calculs sont exacts. Donc on était au moins 2 fois plus. Ils avaient aucune chance. C'était la bataille de fin de campagne. Et après, j'ai réussi à devenir... à réussir la campagne, en fait, hein, la campagne mythologique. Non, je ne veux pas supprimer. Je veux retourner. Voilà. Ah, je veux retourner. Du coup, on va quitter ça. Alors, il est... Oh purée, il est 21h19, nom d'un petit bonhomme. J'ai pas vu le temps passer. Bon. Bah, il est temps d'arrêter là, en fait. Euh... Ce qui va se passer, c'est que donc, bon, on vient de terminer le live d'intro. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes un peu dans le bain. On a fait le tour un peu de l'époque, du contexte historique. On a fait vite fait le point mythologie, rapidement. Et jeudi, on va se consacrer avant tout aux sources textuelles. Donc j'ai pas la liste là sous les yeux. Attendez, je vais regarder. Alors, bidi 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 papa. Nous avons, génial. Ah, je suis content que ça t'ait plu, Blau. Nous avons alors la Chrestomathie de Proclos, voilà. Hein. Nous avons du Boccace, nous avons du Eustache des Champs, hein, donc là c'est tout à fait dans le désordre. Hein. Donc par exemple Boccace, c'est 14e il me semble, 14e, 15e, je sais plus. Chrestomathie de Proclos, il me semble, c'est genre c'est de l'antique, avant notre ère, je sais plus, ça doit être genre. Ok, j'ai regardé, ça m'énerve. Non, je peux pas savoir. Attendez. Ça c'est le récit. Ah, j'ai pris des notes quelque part. Bon bref, c'est du antique. Eustache des Champs, c'est un poète du XVe siècle. Le chevalier errant de Thomas III de Salus, c'est du XIVe, XVe. La cité des dames de Christine de Pisan est également citée dedans, Pentésilée. Le livre de l'Es, donc les deux sont 15e. Enfin, le livre de l'Es, il me semble 14e, 15e, hein, de toute façon. Le traité des Neuf Preuses, ça c'est 1460-70. Le roman de Troyes de Benoît de Sainte-Maure qui est 12e, 12e, 13e, il me semble. 12e, hein. Quintus de Smyrne qui est oula, aussi antique. Bidi bidi bidi. Ça c'est donc les sources et après j'en ai d'autres que j'ai écrit quelque part. Mais bon, ça c'est les principales qu'on va regarder. Pour le prochain live, va falloir préparer des mots interdits. Et bah si vous voulez, mais s'il vous plaît, pas de Pentésilée. S'il vous plaît, pas Pentésilée. Bien sûr, vous pouvez mettre des mots interdits quand ça vous chante. Il n'y a pas de souci. Même là, enfin même si c'était un live plus ou moins sérieux où on parlait, on apprenait des trucs, etc. N'hésitez pas à mettre balancer des sons, etc. À ce qu'on se marre en même temps. Il y a vraiment pas de souci. Ce serait génial. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin bref, on en parlera la prochaine fois. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer, notamment pour voir quelle a été l'évolution de Pentésilée, de la Pentésilée antique à la Pentésilée médiévale, qui sont des figures très différentes finalement. Donc on fera ça ce jeudi, avec plein de citations, des gros clashs, des trucs méga stylés. Et j'attendrai vos commentaires et vos gros voilà, dans le chat. Euh, Ensuite, lundi prochain, alors attendez. Lundi. Padabadapam. Lundi 16. Lundi 16, on continuera sur Pentésilée. Alors soit on fera... alors c'est à vous de me dire. Si on n'a pas fini les textes de source de ce jeudi, on continuera. Ou alors on peut continuer le jeu et à s'éclater sur le jeu, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, je sais pas s'il vous a plu le jeu, parce que c'est vrai que ce genre de jeu, ça ne plaît pas toujours
parce que c'est un jeu de stratégie. Donc à vous de me dire si ça vous a plu, dites-moi là, si vous voulez. Enfin, s'il vous plaît, dites-moi si ça vous a plu, si ce genre de jeu ça vous dit ou pas. Puisque, bon, dans l'occurrence, on le refera une seule fois, hein, ou pas. On verra. Et enfin, il y a le live sur... Ça t'a plu de ouf? Bon, tant mieux. Parce que justement, on pourra tenter des trucs assez marrants. Je vous montre juste après. Et enfin, il faudra qu'on fasse un live sur en quoi, bien sûr, Fantaisylé m'a inspiré dans mes bouquins. Voilà. Et donc, on fera aussi un point là-dessus. Donc voilà, donc pour les prochains lives, c'est ça. Le truc, c'est que lundi prochain, on fera un de ces trucs-là. Et en fait, le jeudi d'après, je sais pas si on va pouvoir faire live. Donc ça, on verra. Et alors, ce que je voulais vous dire... Oula. Vous voyez ça là? Infographie de la Rome antique, ok? Dedans, il y a des stratégies militaires d'armée romaine. Et ce qui serait grave marrant, c'est qu'on essaie de les reproduire dans le jeu. Genre pour voir ce que ça donne. Ce serait grave drôle. Je sais plus où est-ce que j'avais... c'est la dernière partie. Gna gna gna. Alors là, ça c'est des stratégies. Ouf. Ça a l'air complexe hein, comme truc. Alors attends. Waouh. Il y en avait une qui était marrante. Parce que là, ça a l'air vachement complexe, hein, les stratégies militaires de l'époque. Alors attendez, parce que moi j'avais trouvé un truc chouette l'autre fois. Ni. 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 Il est vraiment trop bien ce bouquin. Ah voilà. C'est ce genre de... la formation de la ligne triple en action. Voilà. Ça m'avait parlé, ça m'avait paru pas mal. Et voilà. Donc là, vous avez les différents types. Attendez, c'est plutôt cette page-là que je voulais vous montrer. Et voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Bref, donc on a plein de types d'armées et tout ce genre de choses. Il y a plein d'autres stratégies qui sont expliquées dans ce bouquin qui étaient utilisées par les généraux romains. Et comme c'est un jeu de simulation, bah, je me disais, pour essayer. Pour voir ce que ça donne. Voilà, donc les prochains lives seront consacrés à ça. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit lundi prochain. Pardon, lundi prochain. Jeudi. Je suis complètement empaumé. On se revoit jeudi pour continuer ces lives sur Fantasy. J'espère que ce premier live vous a plu. Voilà. Et j'espère que j'ai rien oublié surtout. Mais de toute façon, si j'ai oublié, on en reparlera jeudi. J'espère qu'on refera la rubrique du lieu du jeudi aussi. Parce qu'elle a été demandée notamment par Anishka. Donc on va voir ça. Donc voilà. On se retrouve jeudi, sinon sur le live de la Geste Oubliée, bien sûr, qui est dans le chat, n'hésitez pas à aller voir la Geste Oubliée qui fait des choses très sympas, notamment création d'un univers de fantasy sous forme de vidéos et d'univers YouTube. Voilà, très très sympa ce qu'ils font. Ce soir c'est gaming aussi, il me semble, et le jeudi c'est création d'un bestiaire pour leur univers. Généralement c'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis on se dit soit lundi, soit sur le live de la Geste Oubliée. J'arrive généralement dans 30 minutes, une demi-heure. Mais là j'ai un partiel à réviser, donc on va voir comment ça se passe. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Je vais mettre une super musique en fond. Vous allez voir, je vais vous mettre une musique. Pardon. Je ne devrais pas faire ce genre de bruit. Surtout ne dites pas oui. Tudum, tudum, tudum. Voilà, c'est très bien ça. Alors attendez. Vous en avez assez de voir. Mais oui, j'en ai assez des pubs. Passer son permis avec Stitch, Ah, c'est déjà une réussite. je veux pas les pubs. Je vais jamais y arriver, les amis. Je vais jamais y arriver.
Je vous jure. Je clique sur le truc et ça fait pas ce que je veux. Voilà, c'est bon. Ok, merci pour le live et gloire à Fantasy, il est génial. Ok, et on fera un. Merci du coup d'avoir été là et tout. Et on se fera un bot qui balance des trucs sur Fantasy, ça faut absolument que j'apprenne à en faire un. Sur ce, on se voit dans 30 ou 40 minutes, et sinon jeudi. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Des bisous.